Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir les innovations technologiques en insulinothérapie. Alors c'est un sujet d'actualité puisque parmi les 20 dernières années, l'insulinothérapie a connu une véritable révolution technologique. Alors nous avions l'ère des seringues et des carnets papier qui a été laissé un petit peu à côté et maintenant nous avons actuellement des pompes intelligentes aux capteurs de glucose en continu et plus récemment des systèmes en boucle fermée automatisés, aussi appelés pancréas artificiels. Donc ces innovations ne sont pas des gadgets, elles représentent une avancée thérapeutique majeure, en particulier pour les patients atteints de diabète de type 1 ou avec de formes très labiles de diabète de type 2. Elles permettent une amélioration du contrôle glycémique certain, une réduction des hypoglycémies sévères et une meilleure qualité de vie. Donc, nous allons commencer par la pompe à insuline, qui maintenant date de plusieurs dizaines d'années. Donc, la pompe à insuline repose sur un concept simple, administrer exclusivement de l'insuline rapide à de très petites doses en continu à travers une canule sous-cutanée changée tous les 2 à 3 jours. Donc, très important de le dire aux patients, on n'a pas besoin d'insuline lente ou d'insuline basale quand on utilise la pompe à insuline. Seulement le débit de l'insuline rapide sera ajusté pour permettre, entre autres, un débit basal et des bolus pour les repas. Donc, le débit basal est réglé par plage horaire, par exemple, augmentation au petit matin pour contrer l'effet de l'UP, tandis que les bolus sont activés avant les repas en fonction des glucides ingérés. Donc, cette technique élimine le besoin d'une insuline lente, ce qui la rend particulièrement efficace chez les patients dont l'absorption de la lente est imprévisible ou inconstante, par exemple à cause des études ou d'un travail aléatoire. Elle permet également une adaptation fine aux aléas de la vie quotidienne, par exemple le sport, les repas décalés. Et bien entendu, l'un des principaux bénéfices est la réduction des hypoglycémies nocturnes, souvent asymptomatiques et potentiellement graves. Il ne faut pas oublier que la pompe peut être dotée d'un système d'alerte qui peut détecter aussi, selon la surveillance glycémique, les tendances à l'hypoglycémie. Donc, les indications des pompes à insuline ont été structurées, bien entendu codifiées selon le type de patient et selon les besoins. Donc, elles s'adressent en priorité aux patients diabétiques de type 1 pour la raison principale qu'ils sont sous basal bolus. Donc, ils ont un besoin constant en insuline et donc ils peuvent présenter une variabilité glycémique importante. Cette variabilité glycémique expose à une instabilité du schéma thérapeutique et des mesures, mais aussi à des hypoglycémies sévères non ressenties. Donc, elles sont également recommandées chez la femme enceinte diabétique pour une rigueur glycémique maximale ou chez l'enfant qui bénéficie de leur souplesse. Donc, il ne faut pas oublier que les pompes nécessitent une formation technique très rigoureuse, une bonne compréhension du système par le patient et un accès régulier au suivi médical spécialisé. L'autre limite principale reste le coût qui, malgré les prises en charge existantes, reste très élevé et bien entendu, dans certains pays à faible revenu, cette prise en charge n'existe pas. Donc le principal risque, hormis le problème technique et de coût, reste la cétose rapide en cas d'interruption du débit, car aucune insuline basale n'est présente. Il faudra donc être vigilant, s'armer de systèmes d'alerte et continuer à surveiller les corps cétoniques en cas de dysfonction. Ensuite, nous avons les capteurs de glucose en continu, qui représentent un progrès décisif dans la surveillance glycémique. Pourquoi ? Parce que, contrairement à l'autosurveillance classique, ils permettent de mesurer en continu le taux de glucose dans le liquide interstitiel avec une mise à jour toutes les 5 à 15 minutes. Donc, les CGM fournissent des tendances, des flèches directionnelles et des courbes lisibles sur smartphone ou sur récepteurs dédiés. Donc, classiquement, ils peuvent être portés jusqu'à 14 jours chez certains appareils, un petit peu plus pour d'autres, selon les modèles. Les alertes programmables, par exemple une alerte inférieure à 0,7 g par litre, préviennent des hypoglycémies sévères et permettent des ajustements rapides de dose ou de comportement. Donc ces dispositifs ont réduit significativement les risques d'hypo et d'hyperglycémie, ce qu'on appelle les fluctuations et les variabilités glycémiques,
et permettent d'améliorer significativement ce qu'on appelle time in range, c'est-à-dire l'objectif dans la cible et par conséquent l'objectif hémoglobine glyquée. Ensuite, nous avons les systèmes en boucle fermée hybride, appelés communément pancréas artificiel, qui représentent l'aboutissement technologique le plus actualisé. Donc, ils associent une pompe à insuline à un capteur de glucose avec une direction par algorithme de calcul intégré. Ce dernier ajuste automatiquement le débit d'insuline en fonction de la glycémie en temps réel. Donc, l'utilisateur va garder le contrôle des bolis prandiaux, d'où le terme hybride, mais le reste du traitement est géré de façon autonome. Les données des essais cliniques sont impressionnantes concernant ces systèmes, puisqu'ils permettent un temps dans la cible supérieur à 70 voire 80%, une baisse significative de l'hémoglobine glyquée sans augmentation des hypoglycémies et une qualité de vie très améliorée. Ils sont particulièrement utiles chez les enfants, les adolescents, avec un schéma intensifié, ou par exemple les femmes enceintes et les adultes actifs. Donc, les algorithmes évoluent vers des systèmes entièrement automatisés qui peuvent intégrer le repas avec ou sans glucagon. Donc, les technologies émergentes vont permettre un avenir de l'insulinothérapie en construction. Les laboratoires travaillent sur des insulines intelligentes, capables de s'activer uniquement lorsque la glycémie dépasse un certain seuil, imitant ainsi la sécrétion physiologique pancréatique. Par ailleurs, il existe des algorithmes prédictifs intégrant les données de capteurs, les repas, le stress ou l'activité physique, qui vont permettre d'anticiper les événements hypo et hyperglycémiques. Des projets innovants explorent aussi les dispositifs non invasifs, comme les montres connectées, capables de mesurer le glucose via des signaux optiques ou électromagnétiques. Enfin, il ne faut pas oublier que nous sommes dans l'ère de l'intelligence artificielle qui joue un rôle croissant dans la personnalisation des schémas insuliniques avec des outils d'aide à la décision thérapeutique intégrant des milliers de variables patients. Alors, ces technologies révolutionnent bien entendu la prise en charge, mais ne sont pas sans limite. Le coût restera un obstacle majeur dans l'acquisition de ces technologies, notamment dans les systèmes de santé à ressources limitées. Leur utilisation efficace repose sur une éducation thérapeutique intensive, une bonne littératie numérique du patient et une implication du soignant. Bien entendu, l'abondance de données peut paradoxalement générer une anxiété décisionnelle, une dépendance aux alertes et des erreurs de surcorrection. Enfin, ces innovations exigent du soignant une formation continue avec lecture critique des données numériques et une capacité d'accompagnement à la fois technique, clinique et psychologique. Donc voilà, nous arrivons à la conclusion. Ces innovations technologiques en insulinothérapie ne sont pas simplement des outils nouveaux. Elles ont été avancées depuis quelques années et sont le socle d'une médecine personnalisée et connectée. Ceci va permettre d'améliorer le pronostic, la qualité de vie et l'autonomie des patients. Donc, nous insistons sur le rôle du médecin ainsi que de l'infirmier habilité à l'éducation thérapeutique qui vont rester intégrés à ce schéma thérapeutique afin d'utiliser ces outils à la pratique clinique, bien savoir les prescrire, les interpréter, les enseigner. Il faudra aussi faire le lien entre technologie et relations humaines. L'enjeu est important puisque nous allons construire un nouveau modèle de soins plus fluide, plus précis, mais bien entendu, il ne faut pas oublier la nature de la relation médecin-patient qui doit rester humaine. Merci.